Bonjour Piotr Tolstoï. Bonjour. Vous êtes un homme politique russe et vice-président de la Duma. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir trouvé du temps un an plus tard, puisqu'on s'est vu ici il y a un an. On a fait notre première interview pour nous à Moscou. Depuis, le monde ne se dirige pas vers la paix. On dirait bien au contraire. Que pensez-vous de ce dernier conflit entre Israël et la Palestine et quel est le rôle de la Russie dans la pacification dans la région ? Vous savez, nous sommes aujourd'hui témoins des processus qui sont vraiment historiques, parce que le conflit entre Israël et Palestine dure déjà 50 ans, et le monde entier, l'ONU, les autres organisations essayent de mener les négociations, essayent de quand même régler cette situation. À mon avis, le seul règlement, c'est la création de l'État de Palestine indépendant. Ça, c'est le règlement vraiment pour le temps, mais ça prendra du temps, mais c'est un règlement qui sera solide pour cette région. Mais on voit en même temps que les États-Unis agissent dans leur logique pas de droit international, c'est les règles instaurées par des États-Unis dans le monde qui aujourd'hui en fait dirigent les processus sur la scène internationale. La Russie est contre ça. Nous sommes pour la diplomatie et nous sommes pour le cessez-le-feu, parce que voir le massacre qui aujourd'hui on voit à Gaza, plus de 100 000 enfants tués, énormément des blessés et des tués parmi les civils à Gaza, ça ne peut pas être justifié dans aucun cas. Si Israël, je comprends bien le droit de l'Israël de lutter contre le terrorisme, mais bombarder 2 millions des civils, c'est pas la lutte contre le terrorisme, c'est des mesures disproportionnelles. Et donc le président russe a déjà donné son opinion là-dessus. Nous sommes pour le cessez-le-feu, pour les tentatives de régler ce conflit de façon diplomatique. Mais on voit qu'aujourd'hui c'est pas possible, parce que l'Occident, les États-Unis et l'Europe, qui est en train de perdre son rôle géopolitique, qui en fait suit les États-Unis dans tous les dossiers internationaux, aujourd'hui au contraire soutiennent Israël dans ses bombardements et dans les massacres qu'aujourd'hui on voit à Gaza. C'est bien dommage. Et ça nous mène dans une étape historique très dangereuse quand il n'y a pas de règles. Si le droit international n'existe pas, alors tout le monde peut faire n'importe quoi sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Tout récemment, et donc vous savez très bien, récemment, la proposition de la Russie à l'ONU a été rejetée. Et quand on regarde ce qui se passe à l'ONU, on a l'impression que c'est une institution devenue institution purement administrative. Entre certaines condamnations formelles et dialogues de sourds, rien ne s'y passe plus. Pourquoi, à votre avis, ce dialogue au sein de l'ONU est paralysé à ce point-là en ce moment? C'est très simple, parce que l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est les pays qui ont gagné cette guerre qui ont créé l'ONU et qui ont entré dans le Conseil de sécurité avec le droit de veto. Après la fin de la guerre froide, les États-Unis ont imaginé que le monde est à eux et que c'est eux qui vont dicter au monde entier leurs règles sur la démocratie libérale et sur tout cet vocabulaire un peu colonisateur qui disperse aujourd'hui dans le monde, en Afrique notamment, mais aussi au Proche-Orient. Et donc tous les conflits dans le monde ne peuvent pas être résolus par l'ONU, parce que dans l'ONU, il n'y a pas l'unanimité, il n'y a pas les règles. Donc pour réformer l'ONU, alors soit il faut une nouvelle guerre, et les vainqueurs de cette guerre vont réformer l'ONU, soit il faut que les pays occidentaux comprennent que leur
leur temps est passé, que le monde est multipolaire, que bon, il y a d'autres puissances mondiales, il y a la Chine, l'Inde, il y a les pays en train de se développer du façon... Si les critères sont économiques, c'est une chose. Si les critères sont militaires, politiques, je ne sais pas quoi, c'est une autre chose. Donc il faut choisir les critères, il faut bien que cette organisation sorte de cette espèce de rêve léthargique dans lequel il est aujourd'hui. Donc on voit les déclarations, mais quand même la résolution de la Russie a été bloquée par les Occidentaux, mais par contre ce qui a voté à l'Assemblée générale en soutien de Gaza, ça a été voté d'une large majorité. Il y a quelques pays qui sont contre toujours. C'est les États-Unis, c'est des pays de l'Europe, mais les États-Unis et les pays de l'Europe, c'est pas le monde entier. Vous parlez justement de l'Inde, des pays du BRICS, puisque là maintenant on a l'impression qu'on a deux blocs. Donc d'un côté on a les États-Unis avec leurs alliés et de l'autre côté on a les BRICS. Comment vous voyez cette confrontation ou évolution plutôt une autre coopération entre donc la BRICS, les pays de BRICS et la Russie? Mais en fait BRICS c'est surtout c'est en alliance économique, c'est pas en alliance militaire, c'est pas en alliance, c'est en alliance économique des pays qui en fait proposent le monde multipolaire, le respect à des souverainetés des pays différents, donc le contraire de la politique actuelle occidentale. Et c'est pas que on est artificiellement veut diviser le monde à deux parties, BRICS et l'OTAN par exemple, non. En fait, aujourd'hui, il y a l'élargissement de BRICS, bientôt ça serait 11 pays qui représentent le 2/3 de PNB mondial. Donc, qui peut donner des leçons et qui peut dicter les règles du jeu à cette alliance? À mon avis, ni les États-Unis, ni l'Union européenne n'ont aucun droit ni moral, ni politique, ni puissance économique pour faire ça. Pour revenir à l'économie, hier je me suis amusée, je tapais la Russie dans le moteur de recherche de Google et le moteur de recherche propose des questions et des réponses. Et la première question qui m'est tombée était « Comment vivent les Russes en 2023 ?» La réponse « La croissance économique de la Russie va dépasser celle de la zone euro en 2023. » Alors pourquoi les sanctions ne marchent pas? Parce que les sanctions sont illégitimes. Aujourd'hui, il y a 17 000 sanctions contre la Russie qui ont été entamées par l'Europe occidentale et les États-Unis. Et finalement, ça ne marche pas parce que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. La Russie, c'est la puissance mondiale. Et la Russie a la possibilité de développer ses relations, non seulement avec les États-Unis et l'Union européenne, mais aussi avec d'autres partenaires, ce qu'on est en train de faire. Par contre, les sanctions tapent sur l'économie européenne. On voit la baisse de PNB en Allemagne, on voit la baisse de niveau de vie en France, on voit les problèmes économiques, surtout dans l'Europe, à cause de l'absence de gaz et du pétrole russe, malgré que l'Europe continue à acheter le gaz et le pétrole russe, malgré toutes les sanctions. Mais maintenant, il paye aux Indiens. Donc, Inde achète le pétrole et revend à l'Union européenne. Si c'était le but de sanctions, il est bien abouti, hein, ça c'est bien fait, bien joué. Mais pour les Européens, comme j'ai déjà dit il y a un an, c'est la crise économique qui va taper sur la classe moyenne européenne et qui va changer la configuration économique, qui va priver de souveraineté économique l'Union européenne. C'est le prix de suivre les États-Unis dans la politique anti-Russie, dans la politique de russophobie à cause de crise en Ukraine. Justement, j'ajoute, on a récemment invité un intervenant économique, Philippe Béchade, et j'invite nos auditeurs à revoir cette conférence, qui a clairement dit que la dette extérieure de la France, cette année, représente 44 000 € par habitant. Et c'est pas encore, donc c'est que le début.
Pour parler des États-Unis, dans son discours récent, le président russe Vladimir Poutine a dit ouvertement que derrière la tragédie du Proche-Orient se trouvent les États-Unis qui sont bénéficiaires principaux des instabilités dans le monde car ils cherchent à maintenir leur dictature mondiale sous forme de chaos. Citation. C'est ce nouveau monde multipolaire qui fait tant peur aux États-Unis ou c'est la rhétorique anti-russe depuis toujours? Le monde multipolaire, ça fait peur parce que les États-Unis, à un moment, après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils sont les maîtres du monde. Et c'est très douloureux de dire adieu à cette rêve, à cette illusion. Donc c'est clair que pour les États-Unis, c'est important de maintenir leur industrie militaire à un certain niveau, ce qui a été fait lors du conflit en Ukraine avec l'aide énorme du complexe militaire industriel américain aux Ukrainiens. Ça a remonté les chiffres d'affaires pour tous les grands boîtes de ce complexe. Aujourd'hui, c'est le Proche-Orient. Regardez ce qu'on est en train de voir, les sommes que le Congrès doit adopter pour l'aide à l'Israël et à l'Ukraine. Ça va réchauffer le complexe militaire industriel des États-Unis, mais aussi de l'Europe. C'est les bénéfices des grandes boîtes, en fait. Ça touche, les conflits, en fait, ça touche au cœur à des simples gens, ça touche la classe moyenne parce qu'il y a la baisse de niveau de vie, mais par contre, les grosses boîtes, ils gagnent énormément de l'argent avec l'armement, avec les missiles, avec tous les contrats, les crédits militaires, etc. Donc c'est lié avec les besoins du pouvoir notamment aux États-Unis, parce qu'ils soutiennent un parti démocratique, ils soutiennent les candidats démocratiques pendant des élections, donc c'est plus ou moins le mécanisme plus ou moins clair. Vous pensez que le candidat républicain va changer quelque chose, puisqu'on est bientôt l'année prochaine, donc les élections américaines, ou non, mais je ne pense pas les candidats républicains ou les candidats démocrates. Il y a la seule différence, c'est que les républicains, ils veulent plus se concentrer sur les États-Unis. Ils veulent Great America again. Yeah. Donc c'est leur truc, surtout renforcer les États-Unis à l'intérieur. Tandis que les démocrates, ils veulent toujours exporter à l'extérieur les valeurs américaines. Ce qui ne marche pas dans le monde, on voit ça sur plusieurs exemples, et ça n'a jamais marché à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas marché à Vietnam, ça n'a pas marché en Afghanistan, en Irak, en Libye, ça n'a pas marché nulle part. Donc l'exportation de démocratie, ça ne marche pas. En fait, ce qu'ils font, c'est aujourd'hui, ils exportent les termes, ils exportent les rhétoriques. Sur la démocratie libérale, on doit jurer à chaque fois, à chaque discours. Regardez, les leaders européens, partout dans le Parlement européen, ils doivent toujours jurer pour la démocratie, l'état de droit, tous les dogmes qui ont été exportés des États-Unis. Mais à quoi ça sert? C'est les mots. On voit que le double standard, que la réalité n'est pas là, et qu'aujourd'hui, avec les situations à Gaza, on voit encore une fois l'hypocrisie de l'Europe, l'hypocrisie des leaders européens, qui sont devenus vraiment les poupées dans les mains des Américains, et qui jurent à chaque fois, jouent avec tous ces idiomes, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire le droit de l'homme? Quand on voit le massacre de 2 millions de personnes avec les bombes aviation, les chars par l'armée israélienne, qu'est-ce que ça vaut? Donc les doubles standards, tout le monde entier voit que c'est des paroles. C'est en fait le rhétorique exporté par les États-Unis qui a été repris par l'Europe occidentale après la Deuxième Guerre, mais qui n'a rien derrière cette rhétorique. Il n'y a rien.
Il y a les bons et les mauvais, alors on est contre les mauvais, on est pour les bons. Les bons, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent bombarder les civils, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les mauvais, ils ne peuvent pas, hein. Malgré qu'on les entoure par les bases de l'OTAN, malgré qu'on essaie de mettre les missiles nucléaires sur le territoire ukrainien, non, 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 les mauvais, ils ne peuvent pas bouger. Ils doivent obéir à des règles internationales instauré par les États-Unis. Eh bien non, la Russie, c'est pas le cas. Hein. C'est pour ça qu'on a commencé l'opération spéciale militaire en Ukraine, on va la finir. Et dans cette opération, l'Ukraine a déjà perdu, l'Europe a déjà perdu, les États-Unis ont déjà perdu. Pourquoi? Parce que la guerre n'avance pas. Il est où l'offensive ukrainienne? Il est où? Il a échoué. Et ça, c'est un désastre historique. Parce qu'avec tout l'armement de l'OTAN, avec toute l'aide américaine, avec tout ce qu'ils ont pu faire pour vraiment mettre les Ukrainiens dans une situation hystérique contre la Russie, dans une situation de la haine totale, et malgré cette haine totale, malgré ce soutien militaire, rien n'a changé sur le front. L'offensive est terminée, maintenant c'est notre part. Hein. Donc on va avancer parce que les Ukrainiens ils ne veulent pas des négociations, ils ne veulent pas la paix, ok. Les Européens leur disent, vous devez gagner sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il dit M. Borrell? Vous devez gagner sur le champ de bataille. Alors on verra bien qui va gagner sur le champ de bataille, mais c'est déjà clair que cette guerre elle est perdue. Et la situation au Proche-Orient, il change un peu la géographie. Regardez les masses médias, on ne parle plus de l'Ukraine, on parle de Gaza et de l'Israël. Depuis le 7 octobre, justement, je confirme, tous les regards se sont détournés de l'Ukraine. Bon, parfois, bien sûr, qu'on parle de l'Ukraine, mais pas autant. C'était justement ma question suivante sur l'Ukraine. Vous avez pratiquement répondu. Où en sommes-nous? J'ai bien compris ce que vous avez dit, mais est-ce qu'on part vers le conflit long, gelé en fait? Quel est votre pronostic dès maintenant? Puisqu'on est en 20 mois plus tard, après le début de l'opération spéciale, comme vous dites. Personne n'a dit que l'opération spéciale va durer quelques mois. Ça peut durer encore 1 an, 2 ans. Donc on a le but de dénissification et démilitarisation de l'Ukraine. Si personne ne veut discuter les questions de la sécurité de la Russie va assurer son sécurité d'une façon militaire avec les armes dans les mains. Et donc on va avancer de plus en plus sur le front ukrainien. La Russie est-elle toujours prête au dialogue avec l'Europe? L'année dernière, justement, vous avez dit que la Russie est toujours prête à continuer au dialoguer. Est-ce que ça a changé depuis? Quel est le sens de ce dialogue? L'Europe a perdu complètement son souveraineté. Il n'est pas le sujet de relations internationales. Il ne prend pas des décisions. Donc pourquoi organiser un dialogue avec les Européens? Pourquoi? Pour quel but? Pour prouver que nous avons raison et ils ont tort. C'est eux qui ne veulent pas le dialogue, c'est eux qui entendent des sanctions contre la Russie, c'est eux qui continuent leur rhétorique anti-russe dans tous les médias. Donc dans cette situation, le dialogue est impossible. Ils sont nos ennemis en fait. Il faut être clair, hein, ils sont nos ennemis. Et en dialogue avec un ennemi, c'est possible, mais soit il reconnaît que tu as gagné, et après ça, on commence un dialogue sur le sujet de l'Europe après-guerre. Quelle sera l'Europe après-guerre? Où seront les frontières? Comment on va régler tout ça? Comment on va réformer l'ONU? Il y a plein de sujets pour le dialogue. Mais pour l'instant, l'Europe n'est pas prête. On va attendre, on a le temps, on a l'éternité devant nous. Et les leaders européens, ils se changent comme les singes dans le zoo. Donc ils sautent, il y a un Premier ministre, un président réélu. Donc on va attendre que une nouvelle génération arrive, qu'arrivent les leaders qui comprennent qu'avoir le dialogue avec le plus grand pays de l'Europe, la Russie, c'est indispensable pour un petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Union européenne. Qui comprennent qu'aujourd'hui l'Union européenne rappelle l'URSS des années 80.
avec tous ces règles, avec tous ces trucs idiots sur l'économie qui demandent des différents pays de changer leur vie, leur tradition, leur histoire et tout ça. Je vais juste ajouter, puisque le président Poutine a récemment dit la même chose, il y a beaucoup d'amis en Europe, et moi je le sais parce que tous les gens qui nous écoutent et nous regardent, ils se sont des vrais amis de la Russie, de la relation franco-russe, et c'est pour ça encore une fois, je vous remercie parce qu'eux seront contents de vous revoir. Vous savez, en fait, nous sommes conscients qu'on a beaucoup des amis, on a des gens qui comprennent la valeur, en fait, qui comprennent la nécessité d'alliance entre l'Europe et l'Europe occidentale et la Russie, et qui connaissent l'histoire, l'histoire des guerres en Europe, qui connaissent la culture russe, etc. La culture russe et la Russie, ils sont toujours là, hein. On n'est pas disparu de la carte, mais en fait, aujourd'hui, dans les sociétés occidentaux, on impose aux gens qui aiment la culture russe, qui aiment la Russie, on les impose de condamner la Russie, de sortir avec un drapeau ukrainien, de faire des discours en faveur de l'Ukraine. On comprend tout ça, mais cette situation, il n'est pas normale. C'est pas normal ni pour la démocratie, dont on parle beaucoup en Europe, c'est pas normal pour n'importe quel pays, mais surtout pour la France, qui a une tradition historique de l'amitié avec la Russie qui a des racines, quoi. Je vous assure, l'amitié existe encore entre nous. Pour revenir à Zelensky, le journal Time a récemment écrit que le président ukrainien est très déçu par ce qui se passe, puisqu'après sa dernière visite aux États-Unis, elle a été déçue par les réactions de l'Europe et des États-Unis en même temps, puisqu'il voit très bien qu'il est un petit peu lâché. Mais vous dites que l'Ukraine n'est toujours pas prête à la négociation. Qu'est-ce qui finalement peut vraiment le convaincre à se mettre à négocier avec les Russes? Avec Zelensky, moi, je ne vois pas aucune possibilité de négocier. Lui non plus. Et d'ailleurs, le titre de Journal Time, c'était « Personne ne croit à la victoire comme moi ». Il croit à la victoire. Très bien. À mon avis, il est déjà le temps de réserver la place dans le dernier wagon, dans le train Kiev-Varsovie. Vous répétez cette phrase que nous sommes devant l'éternité. Vous pensez que nous sommes devant le temps long, c'est-à-dire la Russie, il est dans le temps long. C'est une histoire, culture, et vous le dites. Cette vision, d'ailleurs, explique plusieurs décisions prises par la Fédération de Russie. Ma question, elle est plutôt philosophique. Pourquoi la Russie dérange-t-elle autant? Est-ce que vous comprenez que les Occidentaux et les Américains la considèrent encore comme une menace? Mais bien sûr, parce que on est la menace, parce que les Russes, ils ne sont pas comme des Européens et comme des Américains. Nous sommes différents. Mais les Américains et les Européens, ils ne donnent pas des leçons à des Chinois, par exemple, parce qu'ils ont les yeux comme ça. Et les Russes, ils n'ont pas les yeux comme ça, donc on peut leur donner des leçons. On a regardé tout ça pendant les derniers 30 ans, cela suffit. Et on a le temps devant nous parce que le plus grand pays de l'Europe peut se permettre d'avoir des 17 000 sanctions et développer l'économie et développer en fait augmenter le niveau de vie de la population dans le pays, malgré toutes les tentatives de nous empêcher de la part de l'Europe et des États-Unis. On s'en fout. On va attendre que les Américains vont demander des négociations. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas l'Union européenne, c'est les États-Unis qui doivent demander des négociations. C'est eux qui ont commencé les sanctions, c'est eux qui ont commencé toute cette russophobie totale dans le monde entier. Et donc pour finir avec ça, c'est à eux l'initiative. Merci Piotr Joste pour ce dialogue. Merci. J'espère que la prochaine fois, l'année prochaine, quand on va se voir, on va parler de la paix pour de vrai.